Manque de peau, les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup fourré qu'il faut éclaircir. Oui, et puis acheter du pain aussi, parce que aujourd'hui c'est beaucoup de communication à faire et j'aurai pas le temps. Écoute-moi. Pas besoin de jetons, vous avez la ligne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup fourré qu'il faut éclaircir. Ah, vous êtes terribles, vous autres, hein? Pas besoin de jetons, vous avez la ligne. Vous êtes vaches? Comment je vais rentrer, moi? Manque de peau, les mecs. Ou tu sors ou je te sors, mais faut la prendre une décision. C'est qui est à l'appareil? Oui, c'est JC. Bienvenue dans les Loges Sonores, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur Radio Graphite, diffusée un mardi sur deux de 21h à 22h. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous les podcasts de l'émission sur grafhit.net ou sur toutes vos plateformes de streaming. Aujourd'hui, une émission spéciale puisque nous n'avons pas raté le rendez-vous du concert de Fêlure et Andro à la Manufacture de Saint-Quentin le 30 mai 2026. Mais avant de les retrouver dans leur loge, nous allons écouter un premier titre, Fier d'être français, de Fêlure et Andro. Vous écoutez les Loges Sonores sur Radio Graphite. Est-ce que t'es fier d'être français? Pour ça faut être un chimpanzé. Jamais vraiment avoir pensé. Pourquoi t'as les sourcils froncés? Est-ce que t'es fier d'être français alors que t'as rien fait pour tes papiers? Je suis ni fier ni honteux, j'ai pas décidé de naître parmi eux. Est-ce que t'es fier d'être français? Est-ce que t'as peur d'être grand remplacé? Quand tu taffes toute la sainte journée mais que c'est le gosse du boss qui est payé. Ça te dérange les assister, mais pas quand il s'appelle Xavier, qu'il a un costume bien taillé, qui a été payé avec ton loyer. Est-ce que t'es fier de ton pays? Est-ce que t'es fier de ton pays? À moi? Ah, pas du tout. Faut sacrément être bête pour pas voir qui est l'ennemi. Les bourgeois qui font la fête, les pauvres qui s'entretuent. Faut sacrément être bête pour être fier de son pays. On sort surtout d'une... et partout sur terre ça pue. J'suis carrément fier d'être français. Quand je vois la quantité d'armes qu'on vend, j'suis carrément fier d'être français. Quand je vois qu'en Afrique on paye en francs, j'suis carrément fier d'être français. Quand la police tire sur des enfants, quand on affame les étudiants, quand un escroc devient président, j'suis carrément fier d'être français. Quand je vais à Branly pour passer le temps, quand je lis des auteurs que pas un nationaliste comprend, j'suis carrément fier d'être français. Même si c'est vraiment insensé, la nation idée inventée qui ne sert que certains intérêts. Faut sacrément être bête pour pas voir qui est l'ennemi. Les bourgeois qui font la fête, les pauvres qui s'entretuent. Faut sacrément être bête pour être fier de son pays. On sort surtout d'une et partout sur terre ça pue. Faut sacrément être bête pour pas voir qui est l'ennemi. Les bourgeois qui font la fête, les pauvres qui s'entretuent. Faut sacrément être bête pour être fier de son pays. On sort surtout d'une et partout sur terre ça pue. Vous êtes bien dans les Loges Sonores. Salut Fêlure, salut Andro, bienvenue à Saint-Quentin. Ce soir, vous jouez donc pour la première fois à la Manufacture de Saint-Quentin. Déjà, avant de commencer sur les débats sur tous les titres de vos albums, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés il y a un petit peu moins de 10 ans dans un concours de talent à Paris. Fêlure était venu faire un morceau et moi j'étais venu faire du beatbox. Et à la fin de cet événement, on a connecté et on s'est très vite vu pour faire de la musique. Un morceau, puis deux morceaux, puis un projet ensemble. Et ensuite ça a roulé avec plein de péripéties au milieu. Très bien. Et du coup, cette rencontre, ça a généré quoi en vous? Puisque toi, t'es issu du beatmaking en fait. Hein. Comment t'es arrivé à la musique? Moi, je suis arrivé par le beatbox, qui était une performance à la base faite pour vraiment impressionner mes copains et faire un truc cool. Et petit à petit, en fait, j'ai dérivé vers le beatmaking et assez vite, j'ai voulu collaborer avec des gens, pas juste faire ça dans ma chambre et vendre mes prods. L'objectif, c'était de trouver quelqu'un avec qui travailler conjointement pour avoir une vision sur un projet et je suis tombé sur Fêlure. Toi, Fêlure, est-ce que c'est ton cursus scolaire qui t'a créé de l'appétence pour la poésie et l'écriture? Puisque je crois qu'en amont de votre projet, tu avais déjà participé à des ateliers théâtre, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est sûr que j'ai été déterminé beaucoup par mon éducation pour faire ce que je fais, dans la mesure où j'ai été poussé très jeune pour écrire. J'ai été au conservatoire, donc c'était un peu naturel de faire de la musique plus tard. Mais c'est vrai que je suis arrivé plutôt au rap, par le travail des mots, par le travail du texte, plus que par l'angle musique ou groupe social ou fête. C'était vraiment d'abord le travail poétique qui m'a doucement, mais sûrement mené à le mettre en musique. Oui, parce que dans une interview de 2024, tu disais, socialement parlant, il m'était inconvenable de faire du rap. C'est-à-dire pour toi, déjà, c'était pas ton socle musical, tu écoutais d'autres sphères musicales? Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'au moment... aujourd'hui, il y a des... Alors aujourd'hui, ça s'est vraiment ouvert, mais déjà, quand moi j'étais au collège ou au lycée, il y avait déjà des gens qui faisaient du rap dès cet âge-là. Là où moi, mon origine sociale et même les milieux que je fréquentais rendaient cette activité... étrangère. En réalité, je me sentais pas légitime à faire du rap étant donné l'état du rap à cette époque-là. Et puis, ça a été ouvert par énormément de personnes qui m'ont donné l'impression que je pouvais aussi avoir une place dans cet univers-là. Donc ça veut dire qu'en sous-jacent, potentiellement, nos conditions d'instruction ou éducatives peuvent conditionner la curiosité qu'on peut avoir pour certains arts, peut-être? Ah oui, je pense tout à fait. Ouais, y a les puristes, il y a souvent une critique de dire ah oui, mais lui, si le rap ça avait pas été à la mode, il n'aurait pas fait du rap. Mais cette phrase, elle me semble totalement absurde parce que toute pratique artistique s'inscrit dans un temps, s'inscrit en fonction d'un public. Et donc évidemment qu'un artiste, il doit prendre en compte les médias qui sont utilisés en son temps. C'est-à-dire que ce qui m'a amené aussi au rap, c'est de me dire mais qui lit aujourd'hui de la poésie contemporaine ? Et même moi qui aime la poésie, je connais pas de poète contemporain. Personne connaît de poète contemporain à part soit des gens qui sont eux-mêmes poètes contemporains ou des gens qui sont de la famille des poètes contemporains. Mais à part ou qui en éditent. Mais à part ces gens-là, personne consomme cet art-là. Donc évidemment qu'un artiste, il doit s'interroger sur à qui il veut s'adresser, comment est-ce qu'il veut s'adresser à ces personnes-là, par quels moyens, quels sont les moyens qui sont en sa possession. Je veux dire, au 19e siècle, tous les romanciers publient leurs romans par épisode dans des journaux et ça choque personne. En fait, c'est comme ça que ça se fait. De la même manière que les mangaka commencent aussi en publiant des chapitres au fur et à mesure dans des revues avant de faire des tomes. Et donc c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire notre environnement nous détermine à telle ou telle pratique artistique et nous en donne la possibilité, nous donne une impression de légitimité. Et donc l'environnement est extrêmement déterminant dans la pratique artistique. Du fait, ce sont les ateliers qui t'ont permis déjà d'amorcer l'écriture, mais peut-être que tu as trouvé une liberté dans votre projet que tu pouvais peut-être pas avoir avant parce que le théâtre c'est quand même conditionné par des codes et c'est régi par certaines choses en fait. Ouais, ça ouvre. En fait, il y a beaucoup moins de limites, quoi. Il y a absolument aucune limite, et ça permet surtout d'apporter une différence de ton qui n'était pas forcément permise par les endroits où j'avais pratiqué l'écriture auparavant. Toi, Andro, le beatmaking, t'es autodidacte ou t'es passé par des formations? Alors j'ai été prof de beatbox, donc il y a le beatbox, c'est le fait de faire de la musique avec sa bouche et l'appareil phonatoire, et le beatmaking c'est le fait de faire de la musique assistée par ordinateur. Et le beatbox m'a mené au beatmaking, et donc je me suis pas encore attelé à apprendre le beatmaking à d'autres, mais le beatbox j'ai beaucoup fait. J'ai mis en place des méthodes pédagogiques qui permettaient à des élèves d'apprendre à faire du beatbox, tout à fait. Sur la photo de la même interview que j'ai citée tout à l'heure, on te voit soupirer dans un contexte d'un petit salon avec des œuvres, un échiquier, et on te voit soupirer justement. Alors, est-ce que ce soupir est lié à la charge émotionnelle de la poésie ramenée par Félure, ou c'est un vrai choix artistique sur cette photo? Mais non, il dit toujours le truc que je comprends pas, et donc moi après je suis là... Non, là je pense qu'on s'amusait, et donc ça a été pris sur un moment où on s'amusait à faire des têtes, mais aussi des trucs qui nous ressemblent, c'est-à-dire que moi je vais être assez vite barbé par des trucs, et fait lui il est très justement dans là en plus on joue aux échecs sur cette photo, donc il y avait justement ce jeu entre nos deux personnages qui sont pas si éloignés de la réalité en vrai. Donc ça illustre bien en fait votre relation avec votre projet. Très bien. Sur l'album Recueil, vous mettez en avant les textes d'auteurs comme Verlaine, Baudelaire, Chédid ou encore Victor Hugo. Comment vous avez pensé réaliser Recueil
vous avez fait un choix de prod plutôt minimaliste. C'est un vrai choix esthétique pour mettre en avant le texte ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, l'enjeu musical dans ce projet, ça a été vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut valoriser au plus les textes et trahir le moins possible leur musique, ou du moins la musique qu'on entend à l'intérieur d'eux. Et donc il y a eu un travail sur les prods pour encore plus, je pense, que sur nos projets personnels, où on pense quand même à la dimension de concert, où on pense l'œuvre musicale dans son ensemble. Là, c'était avant tout une mise en valeur d'une œuvre textuelle plus qu'une œuvre musicale, je pense. La sélection des textes que vous choisissez, que ce soit Baudelaire, Verlaine ou Hugo, c'était par rapport au contenu, à la pertinence de ces textes-là ? Je pense que c'était plutôt par rapport à la proximité avec ces textes. Il y a eu deux parties dans le recueil. En fait, il y a eu une première partie puis une réédition. La première partie, c'est vraiment, je pense, les textes qui, en fait, j'ai essayé de croiser ceux qui étaient célèbres et ceux qui m'avaient le plus marqué. Donc j'ai dans la grande masse de poèmes très célèbres, j'ai regardé ceux qui m'avaient le plus marqué et on a essayé de croiser ces deux données. D'où la présence d'extraits de Molière, d'où en fait aussi la présence de choses qui sont pas forcément, enfin ça fait pas partie des poèmes les plus célèbres quoi dans le champ de la poésie. Et le recueil, je pense que c'était plus, il y a plus de femmes en fait, et donc c'est plutôt justement nous-mêmes on a été amenés à découvrir ou à redécouvrir certaines autrices. Pour ce second volet du recueil, où l'objectif c'était justement de mettre en avant des textes qui étaient moins populaires que le premier, quoi, à dessein donc il y a vraiment le premier un peu, oui, le premier c'est vraiment les textes qui nous ont le plus marqué, quand le second c'est plus une ouverture vers d'autres sphères de la poésie, pas autant mise en valeur que le travail des hommes. Et bien de ce fait, on va écouter le titre Une charogne, issu de l'album Recueil, avec le featuring donc Hippocampe Fou. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme. Ce beau matin d'été, si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrés d'une façon nonchalante et cynique. Son ventre plein d'exhalaisons, le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble l'avait joint, et le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain cavaneur d'un mouvement rythmique qu'agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché. Et bien le moment de reprendre squelette, le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature. Vous mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces. Après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera des baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Vous écoutez l'éloge sonore sur Radio Graphite. Sur l'album Rupture, il y a le titre Qu'est-ce qu'on attend, le même nom du titre de Supreme Anthem, sorti en 1996. Depuis cette date, à vos yeux, rien n'a changé ou ça s'est empiré ? Énormément de choses ont changé, hein. Ouais, énormément de choses ont changé, parce que c'est sorti en 96. Donc 96, c'est le premier mandat de Jacques Chirac. Premier mandat de Jacques Chirac, ouais, énormément de choses ont changé, aussi bien au niveau géopolitique, économique, social. Mais on aurait plutôt tendance à penser que les choses se
se sont dégradés, quoi. On est rentré, il y a eu une succession de guerres depuis 96 au Moyen-Orient, succession de guerres au Moyen-Orient, explosion du terrorisme en Europe, crise économique à répétition et paradoxalement accroissement des plus grandes fortunes de manière démesurée. Donc il y a vraiment alors corrélation n'est pas causalité. On sait que deux phénomènes qui se produisent en même temps n'ont pas forcément de lien logique l'un avec l'autre. Mais on constate quand même que il y a une stagnation de l'espérance de vie, il y a une baisse du niveau de vie, du moins dans nos pays. Il y a des climats de violence qui augmentent à l'international. Résurgence des extrêmes droites partout en Europe. Résurgence de l'extrême droite. Oui, je disais une résurgence des extrêmes droites partout en Europe avec des scores aux élections qu'on n'a pas vus depuis peut-être les années 40 ou en tout cas 30 pardon. Donc oui, en effet, sensation aussi que ça s'est un peu empiré. Récemment, j'ai entendu un jour, ici, à Saint-Quentin, un smicard cracher sur un bénéficiaire, lui reprochant d'être bénéficiaire du RSA. Et dans le titre « Fier d'être français », vous rappelez que l'on se trompe d'ennemi et vous dénoncez le colonialisme. Et dans « J'irai pas au taf », tu cites Auschwitz et Nietzsche notamment. Pensez-vous que l'instruction en France est à la hauteur des enjeux pour la jeunesse de demain ? Oh bah non, ça c'est sûr que non. Je pense que c'est pas une prise de risque que de dire quelque chose qui est factuel, qui est qu'on désinvestit l'école publique. Donc alors nous on n'est pas spécialiste de la question, mais on invite tous les auditeurs à se pencher sur les chiffres qu'on a plus de tête, mais qui montrent très clairement qu'il y a un désinvestissement, que les élèves étudient dans de nombreux endroits dans des conditions inacceptables, que les professeurs sont pas remplacés, que les professeurs sont sous-rémunérés, que les classes sont trop nombreuses. C'est-à-dire, moi, en tant qu'ancien prof, on peut que le déplorer, mais on est obligé de constater un manque d'investissement énorme de la part de l'État dans l'éducation des jeunes. Du coup, avec des conséquences qui tendent à l'obscurantisme et à des choix plutôt restreints en termes de curiosité et puis surtout de culture. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est essentiel en fait avec l'école, je crois pas que ça soit tant l'obtention de diplômes ou la validation de connaissances précises. Et souvent les élèves disent mais on apprend des trucs qui nous serviront à rien. Mais souvent c'est parce qu'ils comprennent pas que l'enjeu n'est pas d'apprendre des trucs, mais d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait peu importe qu'on se souvienne du théorème de Thalès, ce qui est intéressant c'est les mécanismes intellectuels par lesquels on est passé pour résoudre ces problèmes-là. Et que si on pense que le cerveau est un muscle, en passant par ces mécanismes intellectuels pour comprendre Thalès, Pythagore ou apprendre les différentes régions de France ou je ne sais quelle connaissance qu'on trouvera futile par la suite, eh bien on développe un muscle en fait. En faisant tous ces exercices-là, on développe le muscle qu'est le cerveau. Et que l'éducation, c'est en ça qu'elle est à mon sens essentielle, c'est que ça permet c'est un entraînement en fait, c'est un entraînement spirituel, ce sont des exercices spirituels. Et que sans ces exercices spirituels, on se fait leurrer très facilement, on se fait tromper très facilement, on est dupé par des discours invalides. Et nous-mêmes, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut... mais bon, après ça c'est d'autres débats d'éthique et de métaphysique plus complexes, mais j'ai du mal à voir comment on peut être heureux quand on n'arrive pas à ordonner son esprit. Et je vois pas comment on n'arrive pas à ordonner comment on arrive à ordonner son esprit sans s'entraîner en fait. Avec l'école ou sans l'école. Il y a des gens qui peuvent le faire sans l'école, mais l'école c'est une manière aussi de réduire les inégalités en donnant accès à tout le monde, en donnant accès à ces exercices à tout le monde. On va écouter Homework Bourgeoisie, issu de votre album Liaison, sorti en 2023. La bourgeoisie pleine de bons sentiments. Dans les galeries, c'est les pauvres, elle y pense. Possède le monde, le détruit en silence. Mais donne le son et juge sans réticence. Réfléchit sur le dazen, sur la réminiscence. Sur des textes, sur des œuvres qui nous mettent à distance. Et oublie privilège, paradoxe et finance. Et oublie privation, parasite, efficience. La douille de nous faire croire qu'on mérite ce dont on est doué, en vrai on l'hérite. Les exceptions contredisent pas loi générale. Ce mythe, ce que ça arrange, surtout c'est les riches. On doit toujours tout ce qu'on a à tout le monde. Et le travail ne vaut jamais l'argent. Quand y a arnaque et que tout nous le montre. Comment croire au discours des dominants? Mais aussi, qui ça? Paysans
sang qui est souvent plus royaliste que le roi. Le prolétaire qui fièrement sert les intérêts des bourgeois. Merde, nouveau riche en Lamborghini. Teubé nous fait l'apologie de ce dont il a souffert sans cogite. Comme un servant soumis docile qui se marierait à la fille d'un marquis et d'un oubliant sans serait privilège. Refuser misère, vouloir être riche, c'est dégueu les conséquences des causes qu'on chérit. Si les Champs-Élysées brillent avec lumière et douleur de l'Afrique, les boutiques quand elles brillent grâce à l'oseille des putains qu'on volé le travail d'autrui. N'oublie jamais qui gagne quoi quand tu dépenses. N'oublie jamais, plus tu dépenses, plus tu dépends. Vous êtes bien dans les loges sonores. Justement, ce titre Homework sur l'album Liaison est un manifeste, comme le titre Fier d'être français, où vous affirmez réellement vos positions politiques. Cela a-t-il eu des conséquences sur votre développement avec votre projet ? Et est-ce que vous avez eu des retours qui potentiellement puissent être négatifs, notamment sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux, ça arrive assez fréquemment, mais on a aussi beaucoup de love, donc on essaie jamais d'oublier qu'on reçoit beaucoup d'amour. Mais oui, on reçoit des retours négatifs. Pour ce qui est des impacts professionnels que ça a pu avoir, ça a dû en avoir, ça en a eu, on a eu des retours à droite à gauche, mais ça serait malhonnête de pas aussi dire que ça a aussi fédéré des gens autour de nous, ça a aussi créé quelque chose. Donc en effet, ça a eu des impacts négatifs. On sait qu'il y a quelques personnes que ça a pu faire trembler de nous proposer un contrat. Puis on n'a jamais été pris dans un foutu tremplin, quoi. Ouais. Il y a vraiment, on a fait tous les tremplins de France. C'est même pas qu'on n'a même pas été lauréat, c'est qu'on nous a jamais pris aux auditions. On a vraiment jamais voulu nous voir. Donc bon, et peut-être c'est pour d'autres raisons, hein. Peut-être c'est juste parce que la musique est vraiment pas bonne. Mais on invite tous les auditeurs à vous faire votre avis. Du coup, avec ce qu'on vient de parler, Homework, et puis beaucoup d'autres titres, hein, et Fier d'être français, dénoncer, c'est un premier pas d'engagement. Est-ce que, d'après vous, résister contre l'obscurantisme commence par le verbe ? Je sais pas si ça commence par là, mais je pense que c'est un des champs d'affrontement. C'est-à-dire que un des terrains de bataille sur lesquels justement les obscurantistes essaient de mettre la main, c'est le débat public, c'est la culture, et que une des luttes, je sais pas si c'est la première, mais une des luttes en tout cas, c'est celle-là, c'est justement d'occuper l'espace, occuper cet espace où il y a où il y a une vraie lutte idéologique qui s'opère. Donc oui, j'aurais tendance à penser que c'est un espace de lutte, mais que c'est difficile de dire si c'est le premier. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, oui, en effet, je pourrais pas dire que c'est le premier, mais juste il fait partie d'un ensemble de terrains qu'il faut investir, que ce soit dans les rues, que ce soit en effet le verbe, l'école, et après tout ça, il y a comment aussi tu fais porter ta voix, c'est-à-dire que si tu dis des trucs qui sont pertinents, il faut aussi savoir comment tu les mets sur le devant, donc il faut plein de gens aussi qui te permettent de pousser ta voix, à la rendre audible, et donc il y a tout ça derrière aussi qui doit être mis en place. Merci. La place du féminin est assez présente dans certains titres comme Un peu de elle ou encore Pas prévu et Bébou où tu parles de performance et qui commence par ces mots. Je vais chez une femme avec un corps poétique pour oublier mon impuissance politique. Quand je l'entends jouir, j'ai l'impression que c'est éthique. Il y a également le titre Mascu où le steak de soja se glisse entre les steaks de viande. Ne serait-ce pas l'ostrogène versus testostérone à l'heure où le non-binaire est presque un refus de son identité sexuelle? Ouais. Alors, tu me redis la question, pardon. Alors, pardon, c'est vrai que c'est un peu alambiqué, quoi. Oui, de ce fait, par rapport à ces titres-là, est-ce que ça serait pas la bataille entre l'ostrogène et la testostérone masculine, à l'heure où les non-binaires font un choix presque de refus de leur identité sexuelle et corporelle? Je pense pas que justement, c'est pas l'affrontement. Je pense que c'est justement essayer de trouver le terrain d'entente. C'est justement de dire, il y a cette opposition est absurde parce qu'en fait les hommes produisent aussi des oestrogènes, les femmes produisent aussi de la testostérone, et qu'en réalité voir ça de manière absolument binaire avec d'un côté les hommes et les femmes, en fait c'est
Je crois, hein, il me semble que ce que montrent les études, c'est qu'en fait c'est juste une erreur scientifique, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que c'est ça, que la sexualité, enfin le sexe est en réalité un spectre, et qu'en fonction de la sécrétion de différents hormones, on peut se trouver à différents endroits sur ce spectre. Et donc justement, je crois, nous, c'est ce qu'on essaye de dire, c'est notamment avec Mascu, c'est-à-dire évidemment il y a un héritage masculiniste. On a grandi dans une société masculiniste, patriarcale, qui donc est dans une non pas forcément masculiniste, mais patriarcale, donc qui donne vraiment le pouvoir à l'homme, qui est le plus ou moins le maître de la société, quoi. Et donc nous, notre question, on accepte cet héritage, on reconnaît l'existence de cet héritage, mais on essaie justement de s'interroger sur comment faire évoluer ces normes et ces pensées qui sont inscrites en nous, comment les faire se mouvoir vers un espace qui respecte plus les personnes opprimées et les personnes minorisées. Et donc ouais, on voit pas trop ça comme une lutte, je pense, c'est plutôt justement essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de trouver l'équilibre. Vous écoutez les loges sonores. J'ai croisé un masque dans une touze. Il faisait pas le fier, il se cachait le bout. Il m'a fait de la peine, je l'avoue. J'ai demandé, il t'arrive quoi le couze? Et il m'a dit, je fais toujours des câlins après le sexe, paraît que j'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Si je parle de v'là les meufs dans mes textes, c'est pour me prouver que je suis pas gay, je fais juste des tests. Mes abdos c'est surtout pour les mecs, y'a au moins une meuf sur deux qui s'en bat l'ec. Je fais de la corde et je cours pour être sec en pensant à mes petits copains en claquette. Je suis sûr de les faire kiffer, depuis petit je m'entraîne sur la manette. Je suis dur sûrement parce que depuis le primaire on me traite de mauviette. Et quand j'entends que tu dis c'est tous les sommes, bien sûr que moi je me vexe. Une fois j'ai vu un gars innocent, il avait aucune ex. Je veux toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Je veux toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Il m'a dit des conneries et puis moi j'ai répondu, si tu la fais jouir t'inquiète, elle te laissera dormir. Elle ronflera même peut-être en rêvant qu'elle va mourir. Si tu te retournes t'inquiète, elle saura comment t'ouvrir. Si tu tends ton cul t'inquiète, tes petites couilles vont pas flétrir. Si elle a connu d'autres mecs t'inquiète, si connaît rien faut quelqu'un assure. Elle donne pas ton plaisir ta quéquette, mais tu as le droit de le penser si ça te rassure. Faut laisser tomber l'armure, la tendresse est meilleure si on l'accepte. Je te trouve beaucoup plus d'allure quand tu te mets à quatre pattes sur la carpette. Je fais toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Je veux toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Ouais. Je veux toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Je veux toujours des câlins après le sexe. J'ai bouffé trop de soja entre mes steaks. Vous êtes bien dans les loges sonores. Dans le titre, bref, tu écris « Si tu crois que tu peux être apolitique et artiste, t'es un bouffon ». Ouais, bah c'est-à-dire que en fait être apolitique et être un bouffon, c'est enfin à mon sens il y a un double sens dans la phrase, quoi. C'est-à-dire que croire qu'on peut être apolitique et artiste, c'est être un bouffon au sens de c'est être niais, c'est être naïf quant à ce que c'est être un artiste, c'est-à-dire prendre parole dans l'espace public, donc participer à la vie publique, donc participer aux politiques et donc de fait être politique. Si tu crois que tu peux être apolitique et artiste, c'est que t'es un bouffon, au sens où t'es probablement celui qui amuse le pouvoir, le système en place, et donc t'as l'impression que tu peux être apolitique parce que toi tu ne fais que défendre l'ordre établi. Donc en réalité, ta position conservatrice te donne l'impression d'être apolitique puisque tu dis mais moi je ne suis pas pour le changement, je suis pour qu'on continue. Or cette position est fondamentalement politique. Les conservateurs, ça ne trompe personne, c'est une position qui est politique. Et donc voilà, c'est la double sens. Soit
soit il faut être très naïf, soit en réalité il faut être l'artiste de l'ordre, l'artiste du pouvoir, pour ne pas se rendre compte que sa position est essentiellement politique. Ouais, ce qu'on peut retrouver souvent dans les commentaires, c'est que les gens aussi font pas la distinction entre ce qui est politique et la politique, la popole en tant que telle. Donc en fait, ils ont l'impression que quand on dit que la musique est de fait, l'art est de fait politique, ils ont l'impression que du coup, on va parler d'un parti politique, que c'est comme le football, on a une équipe et souvent les gens confondent. Et en fait, quand ils nous objectent en retour des titres de musique qui leur semblent à politique, qui parlent d'amour, qui parlent de relations avec une meuf ou avec un gars, souvent ce qu'on leur dit, c'est justement les relations amoureuses, c'est éminemment politique, les relations entre les hommes et les femmes les hommes, les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, tout ça c'est politique. Et donc souvent c'est cette distinction là qui a du mal à se faire. Vous citez parfois le bédo, et sur le titre Caroline, tu fais un parallèle entre l'attachement et la dépendance à l'heure où les substances sont multiples, protoxyde d'azote, la dépendance maintenant au vapote sur les jeunes collégiens et lycéens. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent être happés par certaines substances pour combler l'absence d'affection ou d'amour, ou leur incompréhension totale du monde qu'ils subissent ? Non, moi justement, j'allais dire que je sais pas trop répondre à cette question, parce que loin de moi l'idée de me sentir capable de me mettre dans les baskets d'un jeune aujourd'hui qui expérimente la vie comme il l'expérimente. Et puis on sait aussi qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Donc personnellement, je saurais pas répondre à cette question, je saurais pas comment y répondre sans forcément prendre un prisme qui, je suis pas sûr, serait le bon. Donc ouais, moi je faudrait voir les stats en fait. Est-ce qu'ils prennent plus de drogue qu'avant ? Je sais pas quoi. Non, mais moi j'ai pas l'impression que les jeunes fument moins. Les jeunes fument moins qu'avant. Moi quand j'étais prof, les gars. Donc bon, en fait je rejoindrai Andro là-dessus. J'ai l'impression que j'ai pas assez de données pour statuer, mais après oui, moi c'est sûr que à titre personnel, je comprends que face à l'absurdité du monde, face à la solitude, face à la violence que peut représenter le monde social et les interactions avec les autres, face au vide qui peut sembler s'ouvrir sous nos pieds lorsqu'on réfléchit à ce qu'est l'existence, à ce qu'est le monde, à notre force d'action, à ce que sont nos déterminismes, face à la nausée que peut provoquer le néant de possible face auquel on se retrouve. Moi je comprends il y a des gens qui décident d'investir un petit billet dans un truc ou un autre qui leur permet le temps de quelques minutes, quelques heures, ne plus se rendre compte que le monde est quand même un sacré bourbier. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite flashé. À peine 16 ans, mais déjà fâché par les absurdités pas cachées. Elle était là, pas besoin de chasser. Sur les boulevards, elle a pris ma main et m'a fait voir les hôtels particuliers, les squats et les bars. Je savais bien qu'elle disait des bobards, que discrètement elle me dérobait. On m'avait dit mais trop tard, c'est beau mais pars. Si au début elle est des bonheurs, on sait tous que ce qu'elle a c'est pas du bonheur. Les secousses m'ont séduit et ceux de bonheur, c'est mes sens qui déconnèrent. Qu'est-ce que tu veux sans elle, je trouve le train lent. J'aime quand elle n'est jamais trop loin. Je t'ai aimé tant, fait couler mon nez. Je n'étais qu'un enfant, m'a montré des sales contrées. Elle et moi, je voulais pas que ça soit pour la vie. Elle et moi, on s'entend à merveille et ça glisse. Elle et moi, je voulais pas que ça soit pour la vie. Elle et moi, on est allés partout ensemble. Je t'ai prise dans ma chambre, dans des chiottes devant des gens, et j'aimais ton goût de cendre. Elle mentait pas la légende, tout ce qui monte redescend. Je l'ai senti dans les jambes. T'es devenu une habitude dans les présents. Nous tu ta présence pue, la béatitude sais-tu. Tu m'as laissé tant de fois dans le dur, au bord du gouffre on titube. Au matin l'angoisse me tritube, j'suis qu'un jouet pour tes attitudes. Ta chimie m'a séduit, j'étais morveux. Tu es tout ce que la mort veut. Je t'ai aimé tant, fait
voulait mon nez, voulait mon nez. Je n'étais qu'un enfant, tu m'as montré tes sales contrées. Elle et moi, je voulais pas que ça soit pour la vie. Elle et moi, on s'entend à merveille et ça glisse. Elle et moi, je voulais pas que ça soit pour la vie. Elle et moi, elle et moi, elle et moi, je voulais pas que ça soit pour la vie. Elle et moi, on s'entend à merveille et ça glisse. Elle et moi, je voulais pas que ça soit pour la vie. Elle et moi, elle et moi. Là, ce soir, vous allez jouer à 20h, je crois, enfin à 21h, à 21h après la première partie. Votre set, il évolue depuis que vous avez commencé vos lives Ouais, notre set il a beaucoup évolué depuis notre tout premier concert, il a énormément évolué et aujourd'hui il continue d'évoluer malgré une espèce de forme qu'on a envie de continuer à pousser en fait, qu'on a trouvé, qu'on a envie de continuer à pousser. C'est donc ce que dit souvent Fêlure, c'est l'adaptation théâtrale l'adaptation théâtrale d'un concert quoi. C'est une adaptation théâtrale du concert. On essaie de présenter un spectacle plus qu'un enchaînement de morceaux, et donc on a une grosse réflexion qui est apportée sur comment est-ce que on peut tisser un fil rouge à travers le concert entre les morceaux, en intégrant des choses qui sont inhabituelles dans le concert, en intégrant des petites surprises, et donc ça c'est un peu ce qu'on essaie de conserver depuis nos débuts. Mais le show en lui-même il a énormément évolué, on a énormément progressé dans les différents aspects du live en lui-même. On a été coaché par un gars super, Christophe Gendreau, qui nous a donné beaucoup de conseils, qui nous a pendant un temps accompagnés en coaching scénique quoi, pour nous aider à habiter la scène, et donc le show évolue constamment. On est constamment en recherche d'évolution pour l'améliorer, pour le pousser plus loin. Mais on essaie de garder ce fil rouge d'adaptation théâtrale du concert, de penser ça comme un spectacle quoi, vraiment. Et je pense qu'il faut qu'il continue d'évoluer pour que nous on se sente aussi toujours un peu frais sur scène, qui est ce nouveau truc, qui est ce truc où on peut se tromper aussi parce que c'est nouveau, et donc en fait ça crée quelque chose de se tromper pour que on se surprenne entre nous, qu'on avait oublié qui est ça, que voilà, ça crée toujours des choses. Si on se repose sur un truc qui est établi, qui bouge pas, à un moment on est en chausson, on bouge plus, on fait donc c'est aussi ça. On aime bien aussi, on a toujours deux trois morceaux en plus dans la machine qu'on sait qu'à un moment il peut me regarder et va me dire balance ça, et on l'a jamais joué mais il est là et on peut l'envoyer. Donc on a aussi ces possibilités là qui nous font toujours un peu frétiller et ça on aime bien. Quand vous créez des titres, comment ça se passe? T'écris à côté, Fêlure, et toi tu fais tes beats à côté, ou t'as une banque de beats parce que tu travailles régulièrement, ou vous travaillez vraiment en symbiose sur des titres en particulier, ou c'est sur la finalisation quand vous voulez caler vraiment le flow et puis la musique? Souvent ce qui arrive, alors ça dépend, c'est difficile de dresser une... on n'est pas kantien, donc pas d'impératif catégorique, il n'y a pas une seule manière de faire, il y a plein de possibilités. Mais... oui, souvent quand même, moi je prends beaucoup de notes, j'écris beaucoup de textes, et quand je sens qu'il y en a qui sont un peu différents des autres, on travaille avec Andro pour construire un morceau autour quoi. Donc en fait ça dépend plein de fois. En fait des fois il y a une top line qui est hyper importante, donc il y a une phrase mélodique qui est hyper importante, donc on va construire autour de cette phrase mélodique. D'autres fois j'ai écrit le texte sur une prod qui était juste un prétexte, et donc la prod de base nous intéresse pas et on reconstruit quelque chose. Il y a vraiment plein de manières, mais c'est vrai que récemment le plus fréquent c'est que voilà, j'arrive avec quand même une ambiance, un morceau qui est conceptuel généralement, et qui a une ambiance, un BPM, et après on essaie de travailler ça plus loin, on essaie de pousser ces idées plus loin, de les confronter, de trouver des meilleures idées, et là après il y a tout un travail de chantier qui commence quoi. En fait le vrai travail commence là quoi, de création musicale, il commence à ce moment-là. Ça part en fait d'un travail un peu littéraire quoi. Il y a d'abord un point de départ qui est littéraire, et puis après avec Andro on fait tout le travail qui est de mise en musique de ce travail littéraire. Merci. En 2023, vous créez Longue Vie Record. Est-ce que cela fait suite à vos différentes expériences avec le milieu
professionnels, des professionnels de la musique. C'est un vrai choix qui découle aussi de nos expériences. En fait, nous, on avait cette envie de rester propriétaire de notre musique, de nos masters, comme on dit. On avait envie que cette musique qu'on crée reste la nôtre, reste notre patrimoine. C'est quelque chose qu'on fait ensemble et on veut que ça reste notre propriété. Ce qui n'empêche pas de faire rentrer des gens dans la boucle quand on a envie de travailler avec d'autres gens. Mais c'était une volonté. Donc Longue Vie Records, c'était la structure idéale pour faire ça, puisque ça nous permet à la fois d'avoir nos éditions, de garder de la propriété sur nos masters et en même temps de pouvoir faire des concerts. Et on sait à quel point être versatile, pouvoir faire plein de choses dans la musique, c'est quand même bien pratique. Donc cette société nous a permis ça, ouais. Et puis dans le capitalisme, le nerf de la guerre, c'est la propriété. Donc jamais de la vie on lâche la propriété de notre création artistique, en fait. Les majors font croire que c'est pas grand chose et font signer aux artistes des contrats d'artistes qui les dépossèdent totalement de ce qu'ils créent. Et c'est la définition marxiste de l'aliénation, quand le travailleur est dépossédé de l'objet de son travail. Et donc nous, jamais de la vie on cède nos masters. Donc il y avait ça. Et puis aussi que le monde social, le monde légal est construit pour les couples mariés et les entreprises. Et que être un couple marié ou être une entreprise donne accès à énormément d'avantages par rapport à une personne seule ou par rapport à une association. Et donc on savait aussi que pour pérenniser l'économie de notre projet, on avait besoin d'une société qui allait nous donner accès à de nombreux avantages. Contrairement à ce qu'on répète souvent, comme quoi les sociétés sont étranglées, en réalité, ça donne aussi accès à énormément d'avantages. Donc au-delà de votre travail de création artistique, vous avez quand même une grosse charge de travail, parce que là tout à l'heure, avant l'interview, vous m'expliquiez que c'est vous qui étiez en charge de la tournée, vous n'avez pas de tourneur, hein. Donc vous démarchez auprès des programmateurs pour trouver des dates ? Énorme, on démarche auprès des programmateurs, on réfléchit aux dates dont on a besoin, on relance les gens, on va les choper sur Insta, et là après l'interview on va aller afficher notre merch nous-mêmes. Donc il y a en effet une grosse charge de travail, mais c'est aussi pour le mieux, c'est une chance d'avoir ça comme travail. Il y a plein de gens qui ont des grosses charges de travail mais qui font des trucs très peu valorisants ou très peu rémunérateurs, donc on se plaint pas, hein, mais en effet oui, il y a beaucoup de travail. Et est-ce qu'à terme cette structure aura d'autres ambitions, accompagner peut-être d'autres projets ou d'autres artistes, ou pour l'instant c'est pas du tout dans vos perspectives ? Pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel on se voit tout de suite d'aller, mais pourquoi pas un jour proposer justement d'accompagner peut-être des artistes. C'est pas un truc sur lequel on a vraiment réfléchi, mais c'est vrai que si on avait la possibilité de le faire, on aimerait peut-être aussi trouver une nouvelle façon de le faire, avec peut-être pas des contrats qui te dépossèdent de ta propriété, trouver des nouvelles façons de travailler avec les artistes. Ça pourrait être quelque chose qu'on a envie de creuser, mais d'abord je crois qu'on va avoir envie de bien avancer notre projet et de le mener jusqu'où on a envie de le mener, quoi. Vous aviez lancé un petit pied à Medine, je crois que c'est ça, hein, sur potentiellement un featuring. Vous êtes rentré en contact avec lui, il y a des trucs qui s'amorcent ou Pas encore. Ok. Pas encore, mais s'il écoute, qu'il nous envoie un DM. Un petit rappel de votre discographie, chronologiquement si vous voulez, je vous laisse faire, hein, vous connaissez mieux que moi en tout cas votre disco. Ouais, ça commence. Alors, il y a eu des projets qui sont sortis avant les recueils de poèmes, et on les a enlevés parce qu'on n'était plus alignés d'un point de vue artistique avec cette musique-là. Mais ça commence en 2023 avec Recueil, donc les reprises de poèmes en rap. Puis on a un premier EP de 8 titres qui s'appelle Liaison. Ensuite, un album qui est la suite de ce premier EP qui est une histoire sur 4 chapitres qui s'appelle Rupture. Et suite à quoi, on a eu 2 EP, Les Cendres et Pousser sur des cendres, 2 EP de 5 titres qui préparent au prochain projet avec lequel ils formeront un triptyque. Très bien, donc là on peut peut-être avoir une news, il y a quelque chose qui va sortir encore cette année en 2026 peut-être, c'est ça ou... Ça le démange, ça le démange de liquer. Mais on peut rien dire encore. Vous écoutez l'éloge sonore avec Félure et Andro. Et tout de suite on écoute notre dernier titre, Bébou. Je vais chez une femme avec un corps poétique pour oublier mon impuissance politique. Quand je l'entends jouir, j'ai l'impression que c'est éthique. Quand mon corps me fait défaut, c'est ironique.
Je débarque chez elle, je suis remonté comme un coucou. Mais elle a plus la dalle que moi et c'est même elle qui me secoue. Je me sens tout bizarre et soudainement ça fait beaucoup. Mais je me dis que ça va le faire, mon corps me parle, personne n'écoute. J'ai pas peur que ça soit court, je crois que j'ai été conçu pour. Sûr de moi, trop c'est sûr, je fais ça depuis toujours. Mais aujourd'hui je suis impuissant comme lors du vote du second tour. Elle me dit: tu sais, c'est pas grave mon bébou. Mes abdos étaient durs mais en bas c'était tout mou. Vraiment je sais pas ce qui m'arrive. Et j'ai le visage tout rouge. Elle a vu que je mentais mal mais son regard c'était tout doux. Et elle m'a dit: tu sais c'est pas grave mon bébou, ça peut pas le faire à tous les coups. Je dirai rien sur ton petit bout. J'aime aussi les câlins, les bisous. Tu sais c'est pas grave mon bébou, la performance n'obsède que vous. J'suis fort déçu, oui je l'avoue, mais tu me fais de la peine mon bijou. Tu sais c'est pas grave, tu sais c'est pas grave mon bébou. Tu sais c'est pas grave, tu sais c'est pas grave mon bébou. Parfois je comprends les mascus, moi aussi je suis méga insécure. Quand on donne des chiottes je bouffe un cul. J'oublie combien le monde m'a vaincu. Parfois je comprends et je plains les mascus. Moi aussi je manque trop souvent de recul. Moi aussi je suis fragile et déçu. Moi aussi j'aime quand on ment. Parfois je comprends et je plains les mascus. Son regard se pose sur moi et y a le monde qui bascule. Une seconde je suis le roi, la suivante je suis un ascule. J'aimerais qu'on s'en aille ensemble enfermés dans une capsule, pour qu'on laisse derrière nous les inquiétudes et les calculs. Tu sais c'est pas grave mon bébé, ça peut pas le faire à tous les coups. Je dirai rien sur ton petit bout. J'aime aussi les câlins, les bisous. Tu sais c'est pas grave mon bébou, ça peut pas le faire à tous les coups. Je dirai rien sur ton petit bout. J'aime aussi les câlins, les bisous. Tu sais c'est pas grave mon bébou, la performance n'obsède que vous. J'suis fort déçu, oui je l'avoue, mais tu me fais de la peine mon bijou. Tu sais c'est pas grave, tu sais c'est pas grave mon bébou. Tu sais c'est pas grave, tu sais c'est pas grave mon bébou. Tu sais c'est pas grave, tu sais c'est pas grave mon bébou. Tu sais c'est pas grave, tu sais c'est pas grave mon bébou. Vous êtes bien dans les loges sonores. Bonsoir 51. Quelle joie. Les gens sont fous, carrément fous. Tellement la foule. Je parle à mon four, mon mur l'avoue, votre fou. Les gens sont fous, ils vont sous terre tous les matins prendre le tromé. Ça pue la mort, ils se font la guerre et en plus ils se font contrôler. Les gens sont fous, s'écoutent de la musique sans les écouteurs. Et pire encore, ils bloquent la file de gauche dans les escalators. Les gens sont fous, ils détournent l'argent public, ils font des passes à leurs copains, ils ont la leçon de vie pépite. Les gens s'en foutent, se foutent du mot leur tortionnaire. La servitude est volontaire, faut comprendre les propriétaires. Cette oseille c'est une galère. Les gens sont fous, carrément fous, t'es mal à la foule. J'parle à mon four, mon mur l'avoue, et votre fou. Les gens sont fous, les gens sont fous, les gens sont fous. Les gens sont fous, les gens sont fous, les gens sont fous. Les gens sont fous, ils mettent du shit dans leurs poumons, relisent les auteurs dont on se fout, se nourrissent avec du poison, ils montent sur scène pour pas un sou. Sur les réseaux ils se montrent, ils parlent souvent avec des sourds, veulent savoir s'ils sont pour ou contre. Les gens sont fous, ils sont douillés en demande encore, pour être pas que toujours on a tort. Enfin même je crois qu'ils tombent d'accord, libérer les escalators, arrêtez de dormir sur de l'or, laissez les animaux dehors. Enfin qui sait, j'ai sûrement tort. Les gens sont fous, les gens sont fous, les gens sont fous. Les gens sont fous, les gens sont fous, les gens sont fous. Les gens sont fous, les gens
ça va Saint-Quentin? C'est un plaisir d'être avec vous, vous savez pas. On est ravis d'être là. Un débile m'a dit que le travail rendait libre. J'ai répondu que c'est ce qui est écrit à l'entrée d'Auschwitz. C'est facile à dire quand on a le nez dans les livres. Le génie prend du plaisir avec le travail selon Nietzsche. Ça c'est bien l'idée d'un gars qui a jamais eu à nettoyer les chiottes. Le travail rend libre que ceux qui se foutent de ceux qui rapportent. Ça te fait pas rentrer dans le palais mais en est dans la porte. Qui a dit déjà qu'avec ce contrat il était d'accord? Papa m'a dit démissionne pas. Maman m'a dit je suis fier de toi. Papa m'a dit démissionne pas. Maman m'a dit je suis fier de toi. Car j'écoute le sage qui dit travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et que j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? Ouais j'écoute le sage qui dit travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et que j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? Un travail qui paie le logement et la bouffe c'est de l'esclavage. Ce n'est pas un ascenseur social, non c'est de l'escalade. Tu veux pas faire staff dégradant, mal payé, c'est un scandale. Si je décrivais le mien à mes aïeux, je prendrais une mandale. Mes parents parlaient de la valeur travail, mais le travail ça vaut rien. 4 centimes la minute est obéi comme du bétail. Je veux une foutue médaille pour tous mes shifts de chiens au fond des cuisines où on braille. Papa m'a dit démissionne pas tout le monde. Maman m'a dit je suis fier de toi. Plus fort. Papa m'a dit démissionne pas encore. Maman m'a dit je suis fier de toi. Car j'écoute le sage qui dit le travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et que j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? J'irai pas au taf. Ouais j'écoute le sage qui dit le travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et que j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? J'irai pas au taf. Ok bah vous êtes super chaud à 50 ans, ça fait plaisir. On va s'en faire un dernier ensemble. On va s'en faire un petit dernier tous ensemble. Je veux entendre tout le monde. J'écoute le sage qui dit le travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? Ouais j'écoute le sage qui dit le travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? J'irai pas au taf. Ouais j'écoute le sage qui dit le travail c'est sacré. C'est pour ça que j'y touche pas, c'est pour ça que j'y touche pas. Et j'irai pas au taf, non j'irai pas au taf. J'irai où? J'irai pas au taf. Et allez, c'est parti, putain, JC. Ah putain, mais le tableau de bord est incroyable. Attends, vas-y, prends une photo, attends. JC, le king, c'est toi. C'est vous les kings, les gars, quoi. C'est le king. Vous venez d'écouter l'éloge sonore sur Radio Graphite, une émission spéciale Fêlure et Andro suite à leur concert à la Manufacture de Saint-Quentin. Ils seront prochainement le 16 mai à Nantes, le 4 juin à Rennes et vous pouvez retrouver toutes leurs dates de concert sur le site internet félurexandro.fr. Le podcast de l'interview de Fêlure et Andro sera disponible à partir du 5 mai sur le site élogesonore.lepodcast.fr ou sur le site de Radio Graphite. On se retrouve dans 15 jours sur la radio indépendante et curieuse des Hauts-de-France. Salut à tous!